cette table ronde, conférence, format un peu entre les deux aujourd'hui. Donc notre session s'appelle 8 ans de co-conception d'exposition pour enfants à Univers Sciences, bilan et retour d'expérience. Je suis Margot Coïc, je suis muséographe et je me spécialise dans les expositions pour enfants. Je travaille à Univers Sciences avec Floriane Perrault, qui est muséographe et commissaire d'exposition à Univers Sciences aussi, ancienne du master qui organise cette journée. Et on est accompagné par Danielle Valente, qui est enseignante-chercheur à l'Université de Genève et à l'Université Lumière Lyon 2, qui est aussi formatrice et consultante en co-conception et en handicap visuel. On va faire juste un petit mot sur muséographe, parce que muséographe, c'est pas muséologue, c'est pas scénographe. On est vraiment conceptrice d'exposition, donc on va travailler sur la transformation d'un sujet en parcours d'exposition, en expérience de visite, en dispositif. Et on va suivre le parcours jusqu'à des premières idées, jusqu'à sa réalisation. Floriane, tu veux peut-être compléter cette définition? Ça te va? Très bien. On peut changer de slide, on peut même le faire 2 fois. Merci. La séance va se dérouler de la manière qui suit. On va d'abord introduire les spécificités de la co-conception avec des enfants. Donc là, ça va être Daniel qui va parler de son regard de chercheur et Luc à nous compléter. Et ensuite, on va discuter autour de 3 grosses questions, 4 que ça évoque la co-conception. C'est à quel moment impliquer les enfants pour que ça soit vraiment pertinent? Quelle implication pour les personnes qui font le lien entre nous et les enfants? Combien de temps ça prend vraiment de faire de la co-conception? Et comment mettre en place une co-conception réussie? On finira sur un bilan, nous, de notre expérience aussi. Et à Univers Sciences, ça fait 8 ans qu'on fait de la co-conception, qu'on intègre dans nos pratiques sur les expos enfants, donc qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et on aura 15 minutes de questions toutes et tous ensemble. On va passer à la slide suivante. Ouais. Daniel, c'est à toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci, un grand merci pour cette invitation à intervenir pour parler de la co-conception avec les enfants. Alors, dans le cadre pour ma part, les approches participatives avec les enfants, j'ai commencé à développer, là on peut changer de slide, j'ai commencé à développer dans le cadre de mes travaux de recherche autour de la création des outils multisensoriels à destination des enfants en situation de handicap visuel. Alors du coup, vous pouvez vous demander pourquoi je commençais à faire de la co-conception avec ces profils d'enfants. Donc pour cela, je vous montre au centre de ce slide, un dessin, un petit croquis en rond avec des petits points à l'intérieur. Et ces dessins représentent la rivière, cette rivière dessinée par un enfant aveugle. Et dans ce cercle, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ce cercle que vous voyez autour, c'est l'eau que la jeune fille ressent lorsqu'elle est immergée dans la rivière. Et les petits points représentent les cailloux qu'elle sent sous ses pieds. Donc vous voyez bien que cette représentation de cette jeune fille aveugle basée sur son contexte perceptif, ses perceptions, sa réalité, diffère d'une représentation qu'un adulte voyant va faire d'une rivière, qui est donc, comme j'ai mis cette image à côté, c'est donc cette idée d'un courant d'eau entouré d'arbres. Donc vous voyez, c'est des représentations très différentes, et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à, du coup, m'interroger sur comment on peut améliorer ces contenus basés sur le visuel pour ces enfants déficients visuels. Et c'est à partir de là, à partir de ce constat, que je commençais à mettre en place une démarche de design participatif avec les enfants, dans le but de rapprocher ces adultes voyants de cette réalité perceptive des enfants déficients visuels. Donc ces projets ont été mis en place depuis 2013. Tout d'abord, dans le cadre des projets avec la maison d'édition Les Toits qui rêvent, qui travaille sur la création d'une illustration tactile pour les enfants aveugles. Mais on a pu aussi travailler avec les musées et les écoles. Et on a fait 4 projets depuis 2013. Un projet autour de la bande dessinée, pour créer un coffret autour de la bande dessinée. Un projet sur les sciences naturelles. Et un projet actuel que je mène en ce moment dans le cadre de mes recherches participatives. Un projet autour des émotions. On peut changer le slide. Donc, quand on parle de co-conception avec les enfants, il y a 2 notions à éclaircir, 2 notions théoriques. Il y a tout d'abord cette notion de co-conception, co-design, design participatif. Donc, ces 3 termes qui sont synonymes. Alors, qu'est-ce que c'est le co-design? Le co-design, c'est une démarche donc, de création, de conception, qui vise à impliquer les usagers dans toutes les étapes du processus
de conception. Alors cela peut concerner un outil, une pratique, un service, un espace d'exposition, donc tout ce qui est vraiment dans le domaine de la conception. Le design participatif en soi, l'éco-design, est apparu dans les années 70 dans le domaine de l'informatique, dont le but de rendre les travailleurs plus actifs dans l'utilisation des systèmes informatiques. Aujourd'hui, c'est une démarche qui va plus loin, qui s'étend à plusieurs domaines, comme par exemple le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture ou du handicap. Alors, cette design participatif, cette démarche vraiment d'impliquer les utilisateurs dès le début du processus, les publics dès le début du processus, suit aussi un changement de paradigme dans ce que c'est le rôle du designer. Ce qui avant était très centré sur un savoir individuel, c'est-à-dire sur l'esthétique de l'objet, comment mon savoir-faire pour produire quelque chose de beau, vraiment centré sur l'objet, sur l'artefact. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est centré sur quelque chose de plus social. Donc, le designer va avoir un rôle social et dans le but d'améliorer les expériences et la manière d'être au monde des personnes. Et dans le cadre du handicap, aussi, et aussi dans d'autres domaines, augmenter aussi les pouvoirs d'agir des individus. On peut changer le slide. Donc, l'autre notion essentielle dans l'idée de la co-conception avec les enfants, il y a cette idée de la participation des enfants, qui va au-delà de design, qui est vraiment quelque chose qui a commencé à être mis en place dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche, plutôt dans le domaine de la sociologie de l'enfance. Donc c'est à partir des années 80, des années 90, que les chercheurs et les chercheuses commencent à s'interroger, à considérer davantage les enfants comme des acteurs sociaux à part entière et pas seulement un sujet d'étude ou des adultes à devenir. Et ça a été aussi, il y a un autre tournant important dans la même période, qui c'est la Convention internationale des droits des enfants, qui a été donc publiée par l'ONU en 89, qui marque cette idée justement du droit à la participation des enfants, et l'enfant va être reconnu comme un individu avec des droits spécifiques, non seulement un adulte à devenir, non seulement un sujet à observer, et cela inclut son droit à participer aux décisions qu'il concerne. Et là, donc, au fur et à mesure, de nouveaux champs d'études ont commencé à apparaître, comme par exemple les Childhood Studies ou les Children Rights Studies, qui reconnaissent justement, toujours dans cette vague de la participation de l'enfant, les enfants sont considérés comme experts de leur propre expérience, et par là, il y a aussi le développement de nouvelles méthodologies qui sont plus respectueuses des points de vue et de l'expérience des enfants. Alors, vous pouvez vous demander, ok, donc on a cette méthodologie de design, d'éco-design, d'éco-conception, mais à quel moment on peut vraiment considérer, et là c'est une des principales choses qu'on va débattre et discuter aujourd'hui dans cette table ronde, à quel moment on peut considérer qu'on est vraiment dans une démarche de co-conception. Je me suis moi-même, dans mon expérience, dans mes recherches, amenée à me poser la question, est-ce que je fais de la co-conception? À quel moment je suis dans la co-conception? À quel moment je ne suis pas dans la co-conception? Est-ce que simplement tester quelque chose avec les enfants me met dans une situation de co-conception? Et c'est un cadre théorique qui vient des études en design des nouvelles technologies qui m'a aidé vraiment à éclaircir ces différents concepts d'un point de vue théorique. Donc c'est le cadre des Drouin qui va proposer 4 rôles pour l'enfant lorsqu'on veut créer quelque chose, créer un service, une pratique, comment on implique l'enfant. Donc c'est des cadres, c'est des rôles qui vont d'un rôle plus passif, qui c'est l'enfant utilisateur et l'enfant testeur, jusqu'à un rôle plus actif, qui c'est le rôle d'enfant informateur et partenaire. Je vais passer très vite sur ces concepts parce que vous allez voir, on va revenir plusieurs fois sur des cas concrets aujourd'hui. Donc le rôle d'enfant utilisateur, c'est un rôle vraiment le plus passif possible, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser, on va lire des choses sur les enfants, on va peut-être aussi faire des observations, mais les enfants ne vont pas être impliqués au projet lui-même de création de quelque chose. Ensuite, on va avoir un autre rôle qui est un fort
passif, mais il y a quand même un petit peu plus d'implication, c'est l'enfant testeur. C'est-à-dire que nous, on va créer quelque chose, on va créer un objet, donc les adultes créent quelque chose, et on va venir chercher la vie de l'enfant vraiment à la fin du processus, lorsqu'on a notre idée qui est déjà aboutie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'enfant testeur. On va venir tester, valider ou affirmer nos hypothèses. Ensuite, c'est à partir de là que je considère qu'on est dans une démarche de design participatif, de co-conception. C'est quand l'enfant il est informateur. Alors, c'est quoi la différence de l'enfant formateur et testeur? L'enfant informateur, c'est très lié à la temporalité. L'enfant informateur, il va être là vraiment au tout début du processus, lorsqu'on a juste un questionnement. On n'est pas encore dans la phase d'idéation, qu'on appelle d'idéation, un design de création d'idées. Elle n'est pas encore accomplie. C'est-à-dire qu'on va voir l'enfant dès le début du processus et on va avancer au fur et à mesure de cette rencontre avec les enfants. Donc il va intervenir dans les étapes cruciales de la création. Ensuite, on a un autre rôle qui est l'enfant partenaire. C'est les rôles les plus difficiles à mettre en place parce que dans ce rôle-là, l'enfant, il est vraiment égal à égal, en égalité avec l'adulte designer. Donc on parle même de co-designer. L'enfant, il est co-designer. C'est-à-dire qu'on va leur donner des outils pour faire vraiment du design ou faire de la muséographie avec l'adulte et il va vraiment créer avec dès le début, c'est-à-dire qu'il va créer la problématique, les questionnements, il va faire des observations, il va développer des prototypes. Vous voyez la différence? Donc là, il y a vraiment cette idée de créer avec et pas seulement être là pour intervenir à des étapes critiques qui sont vraiment créées par l'adulte. Voilà. Alors pour vous aider à voir un petit peu plus clair ces 4 rôles dans le cadre d'un projet concret, j'ai pris l'exemple du projet Émotissance. C'est un projet dans le domaine de la psychologie, associant toujours le design parce que c'est mes deux casquettes. Donc l'objectif, c'est de créer un kit d'activités multisensorielles sur les émotions pour les enfants déficients visuels. Donc il y a eu une phase 1 de ce projet qui a été de travailler avec les professionnels de la déficience visuelle. C'est-à-dire que pendant toute une année, j'avais mis en place des démarches de design participatif aussi, mais avec les adultes, pour savoir quelles sont les difficultés émotionnelles des enfants déficients visuels. Ensuite, il y a eu une phase 2 où on a co-conçu les différentes activités multisensorielles dans le cadre des médiations avec les enfants, dans le cadre des ateliers avec les enfants. Et les programmes, les kits d'activités a été construit au fur et à mesure de la rencontre avec les enfants. Et ensuite, on a eu une phase 3. Une fois qu'on avait vraiment toutes ces activités construites, on avait un prototype. On a testé ces prototypes avec d'autres groupes d'enfants. Alors donc là, c'est pour vraiment une première chose qui est intéressante de voir dans ces projets-là, c'est que le rôle de l'enfant dans un projet n'est pas figé. C'est-à-dire que dans un même projet, on peut avoir des groupes d'enfants qui vont être informateurs, d'autres utilisateurs, d'autres testeurs. Vous voyez, c'est pas vraiment on va faire un projet et ils seront toujours testeurs. On peut vraiment fluctuer selon le besoin de la phase du projet. Donc là, dans la phase 1, dans laquelle il y a eu ce travail avec les professionnels, il y a eu aussi une recherche de documentation. Là, les enfants, ils étaient utilisateurs parce qu'ils n'étaient pas impliqués dans le projet lui-même. On avait défini un petit peu le besoin du projet, mais sans avoir vraiment la participation des enfants. Donc là, les enfants sont utilisateurs. Dans la phase 2, il y a eu vraiment cette démarche. J'ai créé les activités au fur et à mesure des ateliers avec les enfants, une démarche que j'ai mis en place aussi pour d'autres projets. Et là, on est vraiment dans un cadre d'un enfant informateur, c'est-à-dire que les enfants, ils ont guidé l'avancement de mes réflexions, ils ont guidé la connaissance et mes idées pour créer ces prototypes. Et à la fin, on a cette phase 3 dans laquelle j'avais déjà le prototype tout fait et j'ai testé s'il fonctionnait avec d'autres groupes d'enfants. Et là, on est dans un profil plutôt d'enfants testeurs. Donc voilà, j'ai amené cette étude des cas pour vous donner une idée plus claire de ce profil parce qu'on va, à partir de maintenant, voir comment justement ces différents profils vont apparaître dans le projet des co-conceptions de l'équipe de Universcience. Donc, du coup, je passe la parole à Margot et à Floriane pour la suite. Merci. Merci pour cette introduction théorique qui va nous être très utile. Pour la suite, donc,
maintenant, on va rentrer dans 4 exemples concrets d'expositions qui ont été conçues. Donc Univers Sciences, pour rappel, c'est l'établissement public qui regroupe la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais de la Découverte. Là, dans ce cas précis, on va parler d'expositions qui ont été présentées à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et en petit préambule, je voulais vous signaler que Margot et moi sommes les porte-parole d'un petit groupe un peu plus large, puisque nous sommes une petite dizaine, entre 8 et 12 selon les moments de la programmation, qui travaillons sur des projets qui sommes muséographes conceptrices d'expositions pour enfants. Voilà, donc là on est porte-parole, Margot et moi n'avons pas travaillé sur tous les projets qu'on va vous présenter, et voilà, c'était pour dire que c'était une voix collective. Alors, petit préambule, pourquoi est-ce qu'à Univers Sciences on a envie de faire de la co-conception avec les enfants? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Et bien la première chose, c'est pour donner une voix aux enfants dans le musée, surtout quand on est sur des projets qui s'adressent à eux. Deuxième motivation, c'est pour connaître la culture des enfants, s'en inspirer, vraiment s'imprégner de leurs mots, de leurs imaginaires, se connecter à leurs univers, c'est très important et c'est ça qui nous aide. Nous sommes des adultes, nous nous souvenons plus ce que c'était que d'être un enfant et nous ne sommes pas les enfants d'aujourd'hui. Pour confirmer notre approche, parce qu'on a quand même des idées, des intuitions, et confirmer ces intuitions et se laisser surprendre, qui ne sont pas que des intuitions d'ailleurs, parce que ce sont on travaille avec des scientifiques, des experts, hein, mais voilà. Notre souhait est aussi de pouvoir s'adresser à tous les enfants, pas seulement aux enfants qui sont dans notre entourage, qu'on peut connaître si on a des neveux, des nièces, des enfants, etc. Voilà, chaque enfant est différent. Et les rencontrer aussi dans des contextes différents, que ce soit les cadres familiaux, individuels, scolaires, périscolaires. Il y a aussi une question de conviction, c'est presque militante. Notre idée, c'est vraiment de défendre la place des enfants dans la société, de s'élever contre l'adultisme, contre l'idée de descendre de notre posture ascendante d'adulte. Et puis, très important, ça donne aussi du sens à notre travail en tant que muséographe. À chaque fois qu'on est proche des enfants, qu'on fait des ateliers avec eux, qu'on va les voir, et bien ça nous rappelle pour qui on fait tout ça. Et en fait, pour nous, c'est plus important. Et à chaque fois, c'est un bon boost d'énergie et de motivation. Tu veux rajouter quelque chose? Ah oui, c'était voilà. Merci beaucoup. Alors, premier cas pratique, autour d'une première question, à quel moment impliquer les enfants pour que ce soit pertinent? Là, vous voyez des photos d'une exposition qui a été présentée à la Cité des Sciences et de l'Industrie, je parle juste après, en 2022. En 2022, qui s'appelait Fragile. Les deux photos de droite sont des photos de l'exposition telle qu'elle a été présentée à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et à gauche, c'est une photo d'un enfant dans une cuisine. Bon, vous allez comprendre pourquoi. On va passer à la page suivante. Donc, c'était une exposition pour les enfants de 2 à 6 ans. Et là, je vais parler précisément de ce qu'on a fait pendant les années 2019, pendant l'année scolaire 2019-2020. On était en phase de conception d'exposition. Je connais très bien ce projet puisque j'en étais la commissaire. Si plus tard vous avez des questions, je pourrais vraiment y répondre de façon assez précise. C'est une exposition qui était sur un sujet très théorique, la fragilité. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc c'est une exposition qui invitait les visiteuses et les visiteurs dans une histoire pour découvrir justement la fragilité en compagnie de personnages et à travers leurs péripéties. Nous avons souhaité confronter l'intégralité du processus de conception à notre futur public, les de 6 ans, les maternelles, en tout petit. Donc nous avons travaillé pendant toute l'année scolaire 2019-2020 avec 3 classes de maternelle. Nous avons organisé des séries de 4 ateliers dans chacune de ces 3 classes pour recueillir les impressions des enfants sur les mots fragiles tout d'abord, puis pour recueillir leurs impressions sur l'histoire qui a été développée pour l'exposition et sur ses personnages, et enfin pour tester des idées de manie. 2019-2020, petite sirène, il y a eu le confinement à partir du mois de mars, donc du coup on avait fait tout un programme pour toute l'année scolaire et finalement en mars on a dû s'arrêter. Mais coup de bol, le designer des manies avec lequel on travaillait nous a envoyé conceptrice un kit de prototype qu'on a pu tester auprès d'enfants de notre entourage. Donc là, on n'était plus dans un cadre scolaire, mais on a essayé normalement de recréer des conditions avec d'autres enfants pour tester l'ergonomie et le principe de jeu de ces manies. Voilà, ça c'est une petite présentation rapide du cas concret. On va vous poser une question et ensuite on va rentrer dans le détail, hein, parce que vous avez peut-être déjà pas mal de questions qui vous viennent. Voilà, là on va le faire à l'applaudimètre, je ne sais pas si vous connaissez le principe, vous n'êtes pas beaucoup, mais ça va dynamiser un peu. Selon vous, quel rôle ont eu les enfants dans cette situation?
je vais dire les différentes étapes et vous applaudissez quand vous pensez que c'est cette posture-là. Est-ce qu'ils étaient utilisatrices et utilisateurs? Est-ce qu'ils étaient testeuses et testeurs? Est-ce qu'ils étaient informatrices et informateurs? Et enfin, partenaires et co-designers. Floriane, je te laisse répondre. Alors, ils étaient tout à fait informatrices, informateurs. Ils ont été aussi testeuses, testeurs. Ils n'ont pas vraiment été partenaires, mais merci d'avoir quand même applaudi. Daniel, est-ce que tu peux réagir avant que je rentre dans les détails? Ah, ton micro est coupé. Je n'ai pas entendu les applaudissements, donc je ne sais pas où est-ce que... D'accord. Bah, il y a eu beaucoup d'applaudissements pour informatrices, informateurs, testeuses, testeurs et partenaires. Ok, donc il y a juste deux mots pour ensuite faire vraiment cette retour sur l'idée. Alors là, c'était vraiment dans le cadre, dans le cadre vraiment des ateliers qui ont été faits avec les enfants. Et Floriane, elle a bien dit, c'était confronter les enfants vraiment au tout processus de conception. Là, on est vraiment dans un cas typique d'enfant informateur, c'est-à-dire que la création a été guidée par ces différents ateliers avec les enfants. Après, il y a eu une autre phase où c'était d'autres enfants qui ont testé déjà un prototype plus abouti. Et là, on est plutôt dans cette démarche d'enfant-testeur. Alors, l'enfant partenaire, c'est pas dans ce cadre-là, parce qu'en fait, il n'y a pas eu cette démarche vraiment où les enfants étaient là pour réfléchir à comment nous allons créer cette exposition, comment nous allons créer... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas créé des prototypes avec les adultes. Donc, on n'est pas dans le cadre d'un enfant partenaire, d'un enfant co-design, même si le mot, avec ça pour faire confusion. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? Enfin, voilà, comment tout ça s'est déroulé et comment est-ce qu'on a impliqué les enfants, à quel moment et pourquoi c'était particulièrement pour nous à ce moment-là? Comme je vous l'ai dit au tout départ, le mot fragile, c'était très conceptuel pour les petits. Donc nous, quand on nous a dit de programmer une expo pour les petits sur la fragilité, on s'est dit oulala. Donc on voulait vraiment partir des représentations de l'imaginaire des enfants de la tranche d'âge visée pour pouvoir les accompagner, les encourager à apprivoiser la fragilité. C'était l'objectif de notre expo, qu'ils puissent être accompagnés et encouragés à apprivoiser la fragilité. Donc toutes ces séances sont dans le cadre scolaire. La première partie, c'était vraiment en amont du travail avec nos prestataires extérieurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on travaille avec un scénographe, des concepteurs, on fait des marchés publics, etc. Mais on a d'abord une première phase où vraiment les muséographes, on conçoit qu'est-ce qu'on va faire dans cette expo, etc. Et toute cette première phase, c'était avant justement de commencer à travailler sur la forme. Donc on a fait, je vous l'ai dit, 10 ateliers d'environ 30 minutes dans 3 classes. Et en fait, ce qu'on voulait, nous, c'était de connaître les idées et les représentations des enfants sur la fragilité. Et ça a eu vraiment des conséquences très importantes pour le projet, parce qu'à ce moment-là, quand on a réuni les enfants, alors du coup, c'est qu'on a fait quelques ateliers pour qu'ils nous parlent de la fragilité, qu'est-ce que ça représentait pour eux. Et ce qui nous a vraiment frappé, c'est que des mots qui sont sortis très fréquemment, c'était ça veut dire quoi pour toi fragile? Et là, le petit de 3 ans nous dit, moi je suis tombée, je me suis fait mal à la joue. D'accord, et puis j'ai pleuré et on m'a consolée. D'accord, et puis aussi il y avait la fragilité, c'est fragile, on n'a pas le droit d'y toucher. Enfin, c'était un peu les deux grandes catégories. Bien sûr, après ils parlaient tous de l'œuf qui se casse, du verre qui se casse, etc. Mais ce qui nous a sauté aux yeux, c'était cette idée que pour eux, ils amalgamaient la fragilité physique, donc de l'objet qui se casse, et la fragilité émotionnelle. Ils parlaient beaucoup de j'étais triste, j'ai eu besoin d'être consolée. Donc c'est là qu'on s'est dit, ok, il faut qu'on réussisse à marier les deux. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer une histoire avec des personnages. Et quand on a fait notre consultation pour les scénographes et les inventeurs de l'histoire, c'est pas nous qui avons inventé l'histoire, on a fait ça par des prestats extérieurs, on leur a transmis toutes ces verbatims, toutes ces conclusions de cet atelier, et ils ont eu l'idée, qui pour nous tombait vraiment pile poil, de faire une histoire avec des personnages objets. Donc on avait dans cette histoire, c'était l'histoire d'un caillou qui va se casser, et ses copains qui sont tous fragiles et qui vont apprendre à dépasser leur fragilité tout au long de l'aventure de l'expo. C'est un œuf, une feuille de papier, un savon, enfin voilà, un ballon de baudruche, donc des objets qui ont donc un caractère, des émotions, et qui vont apprendre à s'entraider les uns les autres, mais qui sont aussi physiquement fragiles. Et en fait, ça, c'est ce qui était vraiment, pour nous, c'était la bonne idée, et on n'aurait pas eu cette idée, c'est sûr. Enfin, ils n'auraient pas pu avoir cette idée, on ne sait jamais, en fait, on n'est pas dans leur tête, mais en tout cas, c'était une évidence après ces ateliers. C'est pour ça qu'on peut vraiment dire qu'ils étaient informateurs. Ensuite, bien sûr, on a fait d'autres ateliers pour
tester la compréhension générale de cette histoire, tester les personnages, et ça a eu une influence. Donc les concepteurs sont venus en classe avec nous, ils ont vu comment réagissaient les enfants par rapport à leur projet de voilà, quels objets on va utiliser, enfin quels objets on va créer pour l'histoire. Donc il y a certains personnages qui sont tombés parce que les enfants ne les comprenaient pas du tout. Pareil, notre regard d'adulte, on trouvait que c'était génial, les enfants, ça ne collait pas, ils ne comprenaient pas. Donc voilà, ça a été vraiment déterminant. Et puis bien sûr, pendant la phase d'écriture de l'histoire détaillée qui a vraiment été enregistrée à la fin dans l'expo, pareil, ils sont venus, on a fait des tests, ils ont écouté comment réagissaient les enfants et ça a eu une influence directe sur la façon dont l'écriture a été finalisée. Et puis voilà, je l'ai déjà dit, après, quand on a consulté le designer des manips, pendant cette phase 1, donc avant qu'il passe à la réalisation, avant de consulter le designer, on avait aussi testé quelques premières idées on a vraiment fait des photos très simples avec des morceaux de carton, des papiers, on a fait quelques ateliers de manipulation très très simples en classe qui nous ont vraiment aidé à avancer dans les scénarios. On peut passer à la page suivante. Et donc cette fameuse phase 2, c'était quand on n'était plus hors du cadre scolaire. Là, on était vraiment dans le travail avec les prestats externes. Donc là, c'est ce que je vous ai dit au départ, on a testé ce kit de prototype. Donc là, on voit par exemple la photo de gauche dans le rond, un petit garçon qui est en train de porter un plateau sur lequel on a mis des objets. Différents objets, parce que dans l'expo, en fait, il y a un parcours où les enfants vont aider les personnages de l'histoire à aller jusqu'au pays de la réparation, et donc ils vont porter vraiment véritablement sur une fausse feuille de nénuphar l'œuf, le caillou, le savon, etc. Et on a besoin de tester si à cet âge-là, est-ce qu'ils sont vraiment capables de descendre un escalier, parce qu'on voulait mettre un escalier dans l'expo, descendre quelques marches avec un plateau, jusqu'à quel poids, des choses hyper concrètes. Donc là, c'est dans le petit jardin qui est devant chez moi, c'est mon fils qui porte ce plateau, et en fait, ça a vraiment été, ça nous a vraiment permis d'ajuster la conception. On s'est dit, ok, donc il ne faut pas qu'il porte plus de X grammes, donc du coup, il ne faut pas que l'œuf, il y avait tout. Donc ça nous a vraiment aidé à ajuster au plus près la conception. Donc là, on était plus, tu peux en parler après, on était un peu entre informateur et testeur, parce que là, ils nous donnaient vraiment des informations essentielles qui ont après permis de retravailler le design. On n'était pas juste dans ok, ça marche pas. C'était vraiment ok, là il peut faire ça. Voilà, et j'ajoute qu'il n'y avait pas que mon fils, on a fait ce test avec pas mal d'enfants différents, de tailles différentes. C'était important. Donc en quelques secondes, qu'est-ce qu'on en tire de cette expérience? Et bien que déjà ça a été très riche pour nous d'impliquer les mêmes enfants, testeurs, testeuses ou informatrices, informateurs pendant tout le temps de conception. Donc, comme j'ai dit, on a vu 3 classes. Du coup, on a commencé, je pense, en octobre jusqu'en février. On les a vus régulièrement. Et le fait que c'était les mêmes enfants, c'était très précieux pour nous. C'était très réjouissant de se rendre compte, par exemple, qu'ils se souvenaient du projet, il y avait des choses qui étaient rentrées dans leur esprit. Et surtout, ils retrouvaient avec plaisir les personnages de l'histoire, ils s'étaient attachés. Donc, pour nous, c'était aussi très important. Deuxième point que je mettrais en avant, c'était que pour nous, on n'aurait pas pu faire tout ça si les personnes avec qui on travaillait ne pouvaient pas intégrer cette méthodologie. Si les concepteurs et les conceptrices de l'histoire ou des manips ne pouvaient pas venir avec nous en classe, par exemple, ou si le designer ne nous avait pas envoyé tous ces kits de prototypes, on aurait été en difficulté. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se réfléchit en amont. Et puis, petit rappel, pourquoi est-ce qu'on avait fait tout ça? Parce que pour nous, c'était important que l'exposition soit la mieux adaptée à la public cible, et c'est pour ça qu'on avait fait tout ce travail. Donc Daniel, est-ce que tu veux... Ah oui, juste c'est la fameuse photo du dispositif dont je vous parlais dans l'expo. Donc la grande photo colorée, c'est dans l'expo. Et par-dessus l'escalier de l'expo, juste pour rigoler, on a mis justement ce petit testeur qui était brisé en chevalier par une petite histoire, qui descend avec son plateau. C'était juste pour montrer à quel point ça avait imprégné la réalisation finale. Est-ce que Daniel, tu veux ajouter quelque chose sur cette question? À quel moment on peut impliquer les enfants pour que ce soit pertinent? Alors, du coup, juste cette question, je crois que le principal a été déjà dit, mais il a cette idée que je voulais quand même dire encore, cette idée de la temporalité qui est vraiment cruciale pour être dans un projet de co-conception. Cette temporalité dans le sens où on va inclure les enfants, engager les enfants dans le processus
dès le début du projet, dès une phase vraiment de questionnement, qu'est-ce qu'on va faire? On a une thématique, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire, et tenir cet engagement des enfants tout au long du processus. Donc c'est là cette différence entre un enfant formateur et un enfant testeur. Après, j'aimerais faire un pas de côté quand même de dire que juste la temporalité, juste le fait de dire on va créer ou travailler avec les enfants dès le début du processus n'est pas suffisant. Et donc Floriane, elle a dit quelques mots par rapport à ça. Il y avait cette idée de la posture de l'adulte, du fait de vraiment se laisser guider par ce que les enfants nous disent. Parce qu'on peut très bien dire, voilà, on a intégré les enfants dès le début, mais pas tirer grand-chose de cette rencontre avec les enfants. Donc il y a vraiment cette idée de sortir d'une posture de « moi je détiens le savoir » et se laisser guider par ce que les enfants vont nous donner dans les cadres de prise de parole, dans les cadres des différents ateliers, en observant ce qu'ils font. Et il y a aussi cette idée de tenir l'engagement des enfants tout au long du processus, qui est aussi importante, et ça on va voir dans un autre projet par la suite, cette idée-là. Donc il y a quelques ingrédients quand même en plus de la temporalité, cette idée de la posture accueillante et de l'adulte, et le fait de tenir l'engagement des enfants pendant tout le processus qui a fait la réussite de ce projet d'éco-conception dans le cadre de l'exposition Fragile. Merci Daniel. Du coup maintenant je vais vous parler de comment on implique les personnes qui font le lien entre nous et les enfants. Ça peut être les parents, ça peut être les enseignants, ça peut être les éducateurs spécialisés. Voilà, il y a toujours un intermédiaire entre eux et nous. Comment on fait pour que ça fonctionne, ce lien? Comment on fait pour pouvoir avoir une implication de leur part qui correspond à ce qu'on veut mettre en place? On peut passer à la slide suivante. Je vais vous parler de la future cité des enfants 5-10 ans qui ouvrira ses portes cet été. Au début du projet, on s'est dit que ce serait vraiment génial que les consignes soient écrites par des enfants et que ce soit les mots des enfants qu'on retrouve dans les modes d'emploi, dans les consignes, dans les éléments qui expliquent aux enfants comment se servir des dispositifs. Donc pour ça, on a travaillé avec plusieurs classes, avec 4 classes, 3 classes de CM1, CM2 et une classe de CE2. Pour les maîtresses, c'était une super occasion parce que ça leur permettait de travailler l'écriture en classe, et pour nous c'était super parce qu'on avait plusieurs classes différentes, on a plusieurs mondes, ça s'organisait bien. L'idée c'est qu'on a mis en place des séances où nous on était présentes à l'école pour pouvoir décortiquer les différentes parties d'une consigne. Il y a toujours le titre, le mode d'emploi, la phrase ressource, et après les maîtresses retravaillaient en classe pour pouvoir écrire les consignes de nos dispositifs. À la fin, les consignes qui ont été écrites par les enfants, donc c'est un travail qui a eu lieu toute l'année dernière, d'octobre à juin, on a réceptionné toutes ces consignes et on s'en est servi pour écrire les consignes définitives. Donc ce n'est pas les consignes des enfants qui ont finalement servi dans l'expo. Donc je vais vous poser la question, selon vous, quel rôle ont eu les enfants dans cette situation? Pareil, à l'applaudimètre, est-ce qu'ils étaient utilisatrices et utilisateurs, testeuses et testeurs, informatrices et informateurs, et partenaires et co-designers? C'est bon, vous êtes des experts et des experts. En fait, en effet, vraiment, au début, on voulait que ça soit partenaire. Le rôle qu'on voulait que les enfants aient, c'était vraiment partenaire. Mais finalement, ils ont plutôt été informateurs à certaines étapes. Et c'est en partie par la posture ou par la relation qu'on a pu nouer avec les enseignantes. Je vais vous expliquer. Daniel, tu confirmes ce que je dis? Ouais, c'est bon. Vous la voyez? Vous voulez qu'on la mette plus haut? Ça va? Ok. En fait, ce qui s'est passé, donc déjà, nous, notre motto, c'était vraiment, c'est un test. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, on aura essayé. Donc, on avait 4 classes. Comment on a trouvé ces 4 classes? Universcience, c'est un partenariat avec un gros groupe scolaire. Et du coup, c'est par là qu'on a eu le contact de ces maîtresses. Et l'idée, c'était que chaque classe écrive les consignes d'un monde, puisque la Cité des enfants, c'est très très grand. Donc, en fait, c'est 5 mini-expositions. Chaque classe avait une mini-exposition. Et les consignes d'une de ces mini-expositions à rédiger. Voilà. Pour nous, c'était un test. Et en fait, ce qui s'est déroulé, c'est que dans chaque classe, on a eu 3 ou 4 séances. D'abord, ils sont venus visiter la Cité des enfants. Un lundi, donc jour de fermeture, la Cité des enfants peut accueillir 500 personnes à l'instant T. Là, ils étaient 30. Quand même royal comme contexte de visite. Il n'y a que eux et elles. Ensuite, on a fait une séance pour écrire une consigne. Donc là, on est allé à l'école. On était plusieurs, on avait des groupes. On a réécrit la consigne d'un dispositif qui sera toujours dans l'expo, que les enfants avaient pu tester, pour voir un peu comment ils mettent les mots, comment ils
ils disent les choses, quels sont leurs systèmes d'explication. Après, on est revenu, on a fait une séance spécifique sur le mode d'emploi, qui est vraiment comment j'utilise le dispositif. Ensuite, on a refait une séance sur les phrases ressources, et après, il y a eu une séance de clôture à la Cité des Sciences, où là, on a raconté l'évolution du projet, et où ensuite, ils ont pu visiter les expositions. Cette séance de clôture, elle a eu lieu qu'avec une seule classe, malheureusement, parce qu'en fait, les autres classes, on n'a pas réussi à organiser cette séance. On peut changer de slide. Le projet initial, c'était que la première séance, elle permet vraiment d'introduire l'objet consigne et de voir quelle forme de texte fonctionne le mieux. Où est-ce que les enfants mettent les verbes? Est-ce que quand je commence mon mode d'emploi par un verbe d'action, ça marche mieux que quand je le commence par un sujet? Comment ça fonctionne? À partir de cette séance-là, ça nous a donné un modèle de consigne. On a donné aux maîtresses avec les éléments pour qu'elles puissent travailler en classe. Et on est venu à plusieurs points d'étape. On est venu pour travailler le mode d'emploi, en séance, à l'école, et après, elles retravaillent en classe. On est revenu pour travailler les phrases ressources. Là, les enfants nous ont lu leur mode d'emploi, on a pu faire quelques retours, et ainsi de suite. L'idée, c'était aussi qu'entre deux points d'étape, les maîtresses retravaillent les textes et qu'il puisse y avoir un échange entre les classes. Une classe donne les textes à l'autre, qui vérifie, ah bah j'ai compris, j'ai pas compris, et qu'il puisse y avoir un retravail d'écriture. Et à la fin de l'année, on a des textes complets qu'on peut utiliser tout le temps. Ça, c'était l'idée. Dans la réalité, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, la première séance, elle a vraiment permis d'identifier les modes d'emploi les plus efficaces. Et le truc très important, c'est qu'on s'est rendu compte que si le mode d'emploi commence par un verbe d'action, ça fonctionne beaucoup mieux pour les enfants, ils comprennent mieux comment on se sert du dispositif. Donc ça a servi de modèle, c'est d'ailleurs comme ça que toutes nos consignes sont rédigées. Mais malheureusement, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le travail était limité au moment où nous on était présents. Une fois qu'on partait, il n'y avait pas forcément de retravail dans les classes. Et il n'y a pas non plus eu d'échange de texte entre les classes comme c'était prévu. On a aussi reçu des consignes qui ne répondaient pas forcément au projet. Parfois, il nous manquait des consignes, parfois on n'avait pas de titre, parfois on n'avait pas de phrase ressource, parfois le texte n'était pas utilisable, il manquait des verbes dans certaines phrases, etc. On ne pouvait pas l'exploiter et c'est pour ça qu'on a dû toutes les réécrire, sauf les consignes du monde jeu d'eau qui, elles, ont été... on les a pas retouchées en fait parce qu'elles étaient nickel. Ils étaient bien partenaires dans ce cas-là. Là, ils étaient bien partenaires dans ce cas-là, c'est vrai. Tout à fait. En termes de retour d'expérience, ce qui a été compliqué, c'est que j'étais en charge de ce projet, donc je peux dire ça a été difficile d'avoir un lien avec les maîtresses. Elles ont une charge de travail énorme, je les blâme pas, hein, c'est vraiment... voilà. Mais du coup, c'était compliqué pour moi de pouvoir avoir un lien avec elles parce que j'avais besoin de savoir si l'atelier que j'avais prévu correspondait aux besoins de la classe, si en termes de temps c'était ok, si en termes d'exercice, si mes fiches fonctionnaient, étaient lisibles, étaient claires par rapport à la tranche d'âge. Et aussi, des fois, j'avais besoin que dans ma séance d'1 heure, qui peut être un peu courte, il faut faire des groupes. Je sais que faire des groupes, ça peut prendre 10 minutes dans une classe. Donc, est-ce que c'est elle qui les fait? Est-ce qu'on les fait sur place? Comment ça marche? Est-ce que du coup, elle prépare la salle avant? Voilà, ce genre de choses. Et du coup, ça nécessitait des appels. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Il y a certaines maîtresses avec qui c'était très fluide. Il y en a d'autres où, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à avoir ce lien pour préparer les séances. Et à la fin, ça m'a aussi épuisée. Avec le recul et le bilan, on s'est dit qu'en fait, il aurait fallu garder la main et que les ateliers soient des ateliers d'écriture en classe, où en fait, à la fin de chaque séance, on a un truc qui est terminé. Moi, je repars avec. Les maîtresses sont autonomes aussi. Elles peuvent retravailler si elles le souhaitent, mais elles peuvent aussi... elles ont moins d'engagement. Et nous, on garde la main, en fait, sur ce qui se fait pour pouvoir aboutir au projet. Mais je ne suis pas rédactrice, donc je ne sais pas comment faire des ateliers d'écriture avec les enfants. Mais avec le retour, c'est ce qu'on s'est dit. Daniel, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour pouvoir impliquer les maîtresses? Là, j'expliquais que j'ai eu du mal à avoir un lien avec elles, à définir les rôles. Parfois, c'était pas évident. Est-ce que tu aurais, toi, des conseils pour pouvoir faire ce lien-là? Alors, les rôles des parties, ce qu'on appelle les parties prenantes dans un projet de co-conception est vraiment très important. Et là, dans ces projets, précisément, juste, je crois qu'on a eu plus d'applaudissements pour partenaires, c'est ça? Ouais. Pour confirmer. Oui. Dans le cadre de ce projet, il y avait vraiment cette idée d'enfants partenaires, c'est-à-dire qu'il n'avait pas juste, on va faire, enfin, c'est pas juste, c'est déjà très bien, mais cette idée de faire des ateliers avec les enfants et qui va guider notre démarche de création, on voulait vraiment, dans ce cadre-là, vous avez voulu vraiment que les enfants ils créent avec vous. Et donner aux enfants des outils pour créer, comme un muséographe, des consignes pour une exposition. Donc, juste pour faire ce point vraiment qui fait la nuance entre un enfant partenaire et un enfant formateur,
Et dans le cadre des projets enfants partenaires, et même dans les cadres d'enfants formateurs, quand on travaille avec des partenaires scolaires ou de partenaires, par exemple dans mon cas je travaille avec des partenaires médico-sociaux, il y a cette idée vraiment d'un engagement des parties prenantes qui est très important, ce qui veut dire bien définir vraiment leur rôle dès le début du projet et voir vraiment comment aligner nos objectifs à nous de co-conception avec les objectifs des partenaires qui travaillent avec nous. Et vraiment définir dès le départ si leur rôle c'est d'ouvrir un terrain d'expérimentation et dans ce cadre-là tout est géré par les chercheurs ou par le co-designer ou le co-concepteur, ou vraiment que leur participation a un rôle vraiment actif et important pour qu'on atteigne l'objectif final. Donc ça c'est quelque chose qui est très important de définir au départ. Et après, ça ne garantit pas qu'il y a bien sûr un désengagement par manque de temps. Il y a des X raisons qui peuvent faire que ça ne fonctionne pas. Et là, je pense que ce projet il est quand même réussi, dans le cadre où vous avez intégré la vie des enfants et par exemple les verbes d'action, tout ça, des choses qui ont été vraiment intégrées plus dans un cadre enfant formateur, moins de ce que vous avez voulu. Vous aurez voulu, mais il y a vraiment cette idée des parties prenantes qui est très importante. Qui devient vraiment quelque chose plutôt dans le cadre d'une gestion de projet, comment vraiment définir les rôles de chacun au départ. Merci. On va passer maintenant à la troisième question, troisième sujet. Combien de temps ça prend vraiment de faire de la conception? On a toujours l'impression que c'est des choses, ça prend énormément de temps, c'est une charge de travail dans une charge de travail qui est déjà bien lourde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment une charge de travail en plus? Ou au contraire, est-ce que c'est un gain de temps? Concrètement, comment ça se passe? C'était un peu la question qu'on va vous poser. Et l'exemple dont on va parler aujourd'hui, c'est l'exposition Cabane, mais plus spécifiquement le projet Cabane au musée. C'est un projet qui a eu lieu en 2018. Alors cette fois-ci, ce n'est pas des enfants, c'est des adultes, mais dans l'expo Cabane, il y a eu une astro-cabane, une astéro-cabane même tout précisément, qui a été créée par le groupe Cabane au musée. C'était un projet qui se faisait avec le carrefour numérique de la Cité des Sciences. Donc, excuse-moi, je juste l'expo Cabane, c'était bien l'expo pour les enfants, ouais. Mais dans ce cas-là, effectivement, voilà, merci. Donc ça a été fait avec le carrefour numérique. Le carrefour numérique, c'est un espace dans lequel on a un Fab Lab, un Living Lab à la Cité des Sciences, donc qui accueille du public pour fabriquer des choses et qui réfléchit beaucoup à la question de la co-conception de manière assez globale. Et c'était la première étape, la première résidence du projet Musée au Camp, qui est un projet qui s'est poursuivi plusieurs années, qui avait pour but de solutionner des projets pour les musées, pas forcément les nôtres. Il y a donc 14 adultes qui se sont pris au jeu de créer une cabane pour l'exposition Cabane. En 4 séances, les participants et les participantes ont traversé toutes les étapes que vivent les muséographes pendant la conception d'une exposition. Brainstorming, conception, maquettage, test avec les enfants, jusqu'au projet final, qui va servir de base pour rédiger un CCTP de fabrication, donc un cahier des charges, pour faire fabriquer cette cabane. À l'ouverture de l'expo, l'astéro-cabane était présente dans l'exposition, et sur le forum, qui est un espace dans la Cité des Sciences un peu à côté, il y avait un reportage vidéo avec la maquette de la cabane qui était présent et qui témoignait de ce qui s'est passé. Donc, vas-y, Florine. Alors, à votre avis, quel rôle ont eu les enfants dans cette situation? Est-ce qu'ils ont été utilisateurs ou utilisatrices? Est-ce qu'ils ont été testeurs? Informatrices, informateurs? Partenaires? Et là, c'est de notre faute parce qu'on a laissé le mot enfant. Mais donc les enfants ont bien été testeuses et utilisateurs dans cette situation, mais par contre les adultes ont été vraiment partenaires et co-designers. Là c'est notre coquille, mais vous avez très bien répondu. On voit que votre expertise grandit de slide en slide. En fait, ce qui s'est passé pour Cabane au musée, donc Alison Boifard, qui était la commissaire d'exposition, avec son équipe, ils se sont dit en fait une cabane ça évoque des choses à tout le monde. Nous, avec l'exposition, on commence à avoir un certain regard, mais on aimerait bien voir ce que ça pourrait apporter d'en avoir un autre. Donc pour ça, l'équipe a sélectionné 14 participants sur l'aide de motivation. L'idée c'était d'avoir un groupe qui garantissait la diversité d'âge, de genre, de métier, d'expérience. Un groupe assez hétéroclite et bien divers, auquel on ne promet rien. On leur dit, c'est un essai. Peut-être que ça va marcher et ce qui va sortir sera génial. Peut-être qu'il ne va rien se passer du tout, mais quoi qu'il arrive, il y aura un témoignage de ce que vous allez vivre. Vous ne perdez pas votre temps. Il y aura une trace quoi qu'il arrive. Ça s'est déroulé sur à peu près 6 mois. Il y a eu 4 séances
de travail. Une première séance en juillet 2017 avec une introduction à l'exposition et un brainstorming de 3 heures. Brainstorming qui a terminé sur un vote avec du coup des directions pour des projets de cabanes. Ensuite, en octobre, il y a eu les dessins de ces cabanes. Il y a eu aussi différentes rencontres avec des spécialistes des cabanes, des scénographes, des designers. Et cette fois, en plus de l'atelier, il y avait un déjeuner avec toutes les parties prenantes. Ensuite, en novembre 2017, il y a eu un atelier maquette, puis test avec les enfants. Là, ça a duré toute la journée, avec aussi le repas qui fait un moment convivial avec toute l'équipe. Et en décembre 2017, la fabrication des maquettes et de prototypes, aussi sur une journée. Par la suite, toutes ces étapes-là, il y a eu aussi tout le travail de tenir informés les participants. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça a représenté comme charge de travail réelle pour l'équipe de projet? En fait, ça a mobilisé 6 à 10 personnes, ce projet-là, sur un an. Je vous ai dit que c'était sur 6 mois les séances, mais en fait, le temps de prévoir le projet, de le faire vivre, ça a duré un an. Il y avait donc 4 muséographes qui travaillaient sur l'exposition cabane, 2 médiatrices du Carrefour numérique qui co-animaient les ateliers, et selon les séances, des designers, des scénographes, un reporter pour venir faire les vidéos, les interviews, etc., les photos. Et en fait, sur un an, il y a eu donc 2 réunions de préparation du lancement, qui étaient plutôt sur des demi-journées, le temps de sélection des candidats, donc là on peut compter 1 à 2 journées aussi, les réunions pour préparer les séances, qui durent à la fois 1h30 à peu près à chaque fois, les séances qui étaient les samedis, mais nous on est salariés, donc on est salariés et on n'est pas de place publique, donc en fait on ne travaille pas le samedi, donc c'est aussi des jours qu'il faut rattraper. Des réunions de débrief aussi avec les médiatrices, pareil, là on peut compter 2 heures facilement. Tenir les participants informés des évolutions. Le CCTP a été publié. Ah, c'est telle entreprise qui a été retenue. On a fait une visite en atelier. Voilà les photos. Pour garder le lien. Rédiger des articles, puisque c'est quelque chose sur lequel il y a eu plusieurs articles dans la lettre de l'OSIM, par exemple. Mais aussi les présentations du projet aux différents services, dans différentes occasions. Voilà. Donc, en fait, c'était en soi 4 séances étalées sur 6 mois. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une très grosse charge de travail derrière. Ça a pris beaucoup de temps à l'équipe. Au niveau des résultats, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que tous les participants sont venus à toutes les séances. Il n'y a pas eu de perte, les gens ne se sont pas désintéressés, etc. Et au contraire, gagné en motivation à chaque fois. Et ils étaient toutes et tous présents à l'inauguration. La stérocabane a été fabriquée. Il y a bien eu un reportage vidéo et la maquette qui ont été exposés à côté de l'exposition pendant toute sa présentation à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc qui a duré à peu près 1 an. La stérocabane aujourd'hui elle tourne, puisque l'Expo Cabane elle tourne aussi, elle a pas mal tourné d'ailleurs. Donc la stérocabane fait partie des cabanes qui vivent leur vie et qui vont dans différents musées. Et voilà, je vous le disais, ça a représenté une très grosse charge de travail pour les muséographes, mais en même temps c'était complètement raccord avec le projet, les valeurs, et elles ont été au bout du projet. Daniel, là on a vu que dans ce projet-là, ça avait quand même pris beaucoup de temps à l'équipe. Toi, tu dirais que d'habitude, ça prend combien de temps de faire de la co-conception sur un projet? Alors, on ne peut pas définir un temps comme ça dépend vraiment des objectifs du projet. Donc, je peux vous donner un temps défini de faire de la co-conception. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui va prendre plus de temps et plus d'énergie, parce que simplement par le fait que ça sort de nos pratiques habituelles de travail. Donc, il y a vraiment cette idée vraiment de gestion de projet de A à Z. Alors, dans le cadre de mes projets, c'est des projets qui prennent du temps, c'est-à-dire qu'ils vont prendre 2 ans, 3 ans, et c'est des projets qui s'alignent bien à une temporalité de recherche. C'est-à-dire que moi, j'obtiens une subvention de 2 ans, 3 ans pour faire de la recherche participative, incluant la co-conception. Donc, dans ce cadre, c'est des projets qui prennent du temps pour moi, mais qu'on peut imaginer prendre moins de temps dans un cadre d'un autre contexte de travail. Alors, je vous donne l'exemple, par exemple, de ce qu'on a fait au début, parce que là, mes projets ils sont vraiment dans un cadre de recherche, mais j'ai fait le premier travail des co-conceptions que j'avais fait, c'était dans un poste à la maison d'édition Les Deux qui rêvent. Donc, j'étais responsable de recherche et développement, mais je devais m'aligner quand même à la temporalité d'une maison d'édition qui devait donc publier quelque chose à la fin. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y a eu ce moment où on s'est dit, c'était un peu chronophage, c'est-à-dire que ça prenait beaucoup plus de temps
les designers de la maison d'édition devaient du coup, comme dans ce cas de ce projet-là, prendre plus d'heures pour travailler dans le projet, tout ça. Mais comme tout projet d'innovation, il a cette idée d'un temps à mettre en place, à dégager, mais qu'on va rentabiliser plus tard, parce que dans le cadre, par exemple, dans cet exemple de la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, la designer qui a travaillé sur ces projets et qui est allée à la rencontre des enfants déficients visuels pour créer des maquettes, aujourd'hui, elle fait beaucoup moins d'erreurs parce qu'elle connaît mieux son public maintenant, donc ce qui rentabilise son temps pour par la suite. Donc il y a toujours cette idée d'une démarche d'innovation qui va prendre du temps et une charge de travail qu'il faut prévoir en amont, mais ensuite une rentabilisation du temps par le fait d'être plus proche de besoins des enfants. Alors moi je pense juste, dernier truc, j'ai trouvé que c'était bien que vous avez gardé les mots enfants, parce que dans ce projet-là, on voit bien justement que les enfants ont été testeurs, alors qu'il y a eu vraiment une démarche de design participatif, je dirais même de design thinking, avec, pour la création des cabanes avec les adultes co-designers. Juste très rapidement, un autre petit exemple d'une exposition qui est actuellement présentée d'ailleurs à la Cité des Sciences de l'Industrie, l'expo Danser, où au contraire, donc là l'équipe avait un temps assez court de conception. C'était un projet très, très court d'une façon générale pour des raisons de programmation. Et donc, pour le coup, là, concevoir avec les publics était une nécessité, c'était vital pour que le projet se déroule bien. Donc l'expo Danser, c'est quoi? C'est une expo pour les familiales, mais qui s'adresse aux enfants à partir de 4 ans, c'est-à-dire enfants et adultes. Et dans l'expo, il y a des dispositifs très importants et surtout très collectifs. Et du coup, pour l'équipe, il fallait absolument que ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dispositifs, il y en a je crois 8, attention comme ça, non 7. En tout cas, il y a 7 dispositifs collectifs, donc c'est pas énorme par rapport à nous, souvent on fait des manifs sur table, etc. Là c'est un peu différent. Et donc l'équipe a fait énormément de tests entre janvier 2023, donc quasiment au démarrage du projet. Le projet a démarré à l'automne 2022, donc très vite ils ont commencé à travailler avec des classes, enfin, des groupes d'enfants. Jusqu'à avril 2024, sachant que l'expo ouvert en juillet, donc tout au long de la conception du projet, il y a eu voilà, à peu près 12 séances de tests pour le BAL, qui est le plus grand dispositif collectif de l'expo. C'est la photo qu'on voit à droite dans l'expo. À gauche, on voit le même BAL, mais pour le tester dans une cour d'école. Et en fait, dans ce cas précis, la conception a vraiment été itérative, c'est-à-dire qu'il y avait une première idée, elles allaient tester avec des enfants, elles avançaient, de fil en aiguille, les dispositifs étaient testés, ajustés, etc., pour coller au plus près. Et ce qui est important de savoir sur la question du temps, c'est que ça aussi était un gain de temps pour l'équipe, parce que du coup, c'était plus efficace, mais aussi parce que l'expo était conçue et produite en partenariat avec le CND, Centre National de la Danse, et elles ont travaillé aussi avec des chorégraphes qui eux-mêmes avaient leur propre réseau déjà à l'école. Donc en fait, c'est pas l'équipe de muséographes qui a organisé la logistique qui souvent est un peu lourde de tous ces tests, de tous ces ateliers avec les enfants. C'était vraiment porté par le CND qui avait à disposition des salles. Voilà, toute la partie logistique était portée par d'autres personnes, donc ça a grandement facilité la question. Mais voilà, c'était juste pour rebondir sur le fait que, bah oui, dans le cadre d'Astérocabane, c'était un énorme projet très lourd à mener pour l'équipe. Dans ce cas-ci précis de Danser, c'était au contraire une nécessité et ça a même allégé. En fait, voilà. Effectivement, la question du temps, elle est très variable suivant les projets. Alors, dernière question, qui est peut-être une des questions fondamentales après tous ces différents exemples qu'on a vus. Et finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place une co-conception réussie? Alors, on va partir de l'exemple d'une exposition qui s'appelle Métamorphose, qui est toujours, qui va bientôt fermer ses portes, mais qui est toujours présentée actuellement à la Cité des Sciences de l'Industrie, qui s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans, de 6 à 11 ans. Donc là, il y a eu un projet qui a été, c'est un peu comme Astérocabane, c'est le pendant, un projet de conception participative qui a été soutenu encore une fois par le Carrefour numérique dans le cadre d'une autre résidence qui s'appelle Living Lab, mais c'est un peu le même principe de soutenir des projets. Donc ce projet a été appelé par l'équipe Graines de Muséo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe de 12 enfants a été sollicité, cette fois dans le cadre d'une structure d'accueil périscolaire, pour participer à la conception de l'exposition Métamorphose. Donc pendant tout un trimestre, donc en fin 2021, 9 ateliers sont organisés le mercredi après-midi. Et donc dans le cadre de ces ateliers, les enfants sont invités à s'engager dans un travail collectif pour imaginer un dispositif d'exposition sur la thématique des métamorphoses qui sera présenté dans cette expo, donc à destination des enfants de leur âge, 6-11 ans. Et quand l'expo ouvre,
il y a un reportage vidéo qui est présenté dans l'exposition pour témoigner de cette démarche. Et alors, quel rôle ont eu les enfants dans cette situation? Est-ce qu'ils étaient utilisatrices et utilisateurs, testeuses et testeurs, informatrices et informateurs, ou partenaires et co-designers? Alors la réponse, donc, le souhait de l'équipe, elle a vraiment tout mis en place pour que les enfants soient partenaires et co-designers, puisque l'objectif c'était de réaliser un événement d'expo avec les enfants. Et finalement, je vais détailler après, pourquoi leur rôle c'est finalement cantonné, enfin c'est un peu négatif de dire ça, leur rôle est vraiment devenu celui d'informateur, parce que finalement il n'y a pas eu de dispositif présenté dans l'exposition, il y a eu juste ce reportage vidéo. Et ce travail n'a pas abouti à un élément de l'exposition. Est-ce que Daniel, tu veux compléter? Je pense qu'il y a, pour la sociale, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Enfin, comment est-ce que nous, aujourd'hui, on analyse ce cas? Donc, ce qui était très important quand même, c'est-à-dire que le bilan reste positif, même si le résultat n'était pas celui qui était attendu. Pour la commissaire de l'exposition Métamorphose, qui s'appelle Julia Bastiel, la question du résultat a toujours été un point important, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pression sur le résultat. Pour elle, c'était une phase d'expérimentation et c'était important de se le garder en tête. Donc, même si ça, entre guillemets, ne marchait pas, il fallait quand même que ça reste un moment positif. C'était très important du point de vue des conceptrices pour ne pas se mettre la pression, mais aussi surtout pour la structure d'accueil périscolaire pour qu'il n'y ait pas de pression sur les enfants. Ça, c'était quand même un point déterminant. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, il y avait 12 enfants qui étaient volontaires dans le cadre d'un accueil périscolaire le mercredi après-midi. Donc, tous les mercredis, ils sont accueillis dans une structure qui s'appelle Montmartre. Ils choisissent des projets et on a tous qui ont dit ok, moi je veux participer à ce projet. Donc pendant tout un trimestre, pendant 4 mois, il y a eu 9 séances. Pendant la phase de conception du projet, donc c'était un moment où c'était encore ouvert par rapport au planning. L'équipe commençait à travailler avec les maîtres d'œuvre, avec le scénographe, le graphiste, le designer des manips. Mais c'était le démarrage. Donc c'était le moment où ça pouvait infuser et on pouvait se dire on réserve un espace pour le futur dispositif qui sera conçu par les enfants. Il y a une convention de partenariat qui a été signée donc avec cette association Montmartre qui tenait la structure périscolaire. Il y a eu une stagiaire qui a été embauchée spécialement par l'équipe projet pour développer ces ateliers de co-conception. Et à chaque séance, il y a eu un photographe ou un ingénieur du son, plus 4 ou 5 salariés d'Universcience, c'est-à-dire les 3 muséographes, plus la personne du Carrefour numérique qui accompagnait le projet, plus quelquefois la responsable audiovisuelle pour justement faire ce reportage. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement le projet, donc, tout semblait très bien mis en place, il y avait un même groupe d'enfants, on était à un moment qui semblait opportun. Qu'est-ce qui fait finalement que ce projet n'a pas répondu aux attentes des conceptrices dans le sens où il n'y a pas eu de dispositif présenté à la fin de l'expo, à l'ouverture de l'expo? Eh bien, tout d'abord, pour nous, il y a la question du format. On se dit que finalement, faire ce type d'atelier sur le temps périscolaire, c'est pas forcément si bien adapté que ça. Pourquoi? C'est vrai que le mercredi après-midi, les enfants, dans le cadre de l'accueil périscolaire, ils ont envie de s'amuser, de faire des projets loisirs, des projets sportifs, voilà, des projets sympas. C'est pas que c'était pas sympa de participer à la conception d'une expo, mais c'était peut-être un peu plus scolaire, un peu moins appétant, en tout cas trop différent par rapport à ce que faisaient leurs copains pendant les mêmes séances. Ils étaient tous dans la même structure et après ils se retrouvés le lendemain, ils étaient fait quoi hier. Et voilà. Il y a peut-être eu cette question de l'appétence sur un moment qui n'était pas censé être scolaire. Dans le cadre de l'accueil périscolaire, c'est pas comme à l'école, les enfants ils viennent pas. Voilà, il y a un rendez-vous de médecin, il y a je sais pas quoi, un anniversaire, enfin voilà, il y a une présence qui est finalement un peu aléatoire, donc ils ne viennent pas forcément à chaque fois, et la motivation, pareil. C'est pas comme à l'école où de toute façon on est là, c'est moi la question. Et puis finalement, dans le cadre de l'accueil périscolaire, les enfants sont plus mélangés, donc là c'était très très varié, et finalement les envies du coup étaient très diverses. Pareil sur ce moment qui est censé être un moment loisir, ils n'avaient pas forcément tous envie de la même chose, ça a été difficile à canaliser. La question de la temporalité est une question intéressante parce qu'on peut se dire, en fait c'était 1 an et demi avant l'ouverture, ça a été très ramassé dans le temps, donc ça pouvait sembler idéal pour les enfants. Mais finalement, c'était tellement longtemps avant l'ouverture que c'était difficile pour les enfants de se projeter. Il n'y avait pas de résultats concrets ni immédiats. Au bout des 4 mois, il ne s'est rien passé, le travail a continué, mais l'expo n'était pas ouverte. Donc il y avait un truc, c'était trop loin pour eux peut-être, et la motivation s'est un peu étirée au fil du temps. Et petit signe quand même un peu, qui est un peu difficile pour l'équipe, c'est qu'elles ont organisé une visite spéciale pour ces enfants-là au moment de l'ouverture de l'expo, une visite privilégiée. Seuls 4 enfants sur 12 sont venus. Donc voilà, ça a été un petit peu, on se rend compte que la motivation avait baissé. Et surtout, pour nous, le point le plus important, c'est que finalement l'objectif était trop large.
Pour l'équipe, la mission était claire, créer un dispositif pour l'expo, mais pour les enfants, c'était un cadre de jeu trop ouvert, thématique trop libre en fait. Enfin, ils pouvaient vraiment partir dans tous les sens, forme libre, en fait, eux ils sont pas muséographes. Donc, du coup, pour eux, c'était la première séance c'était sympa, la deuxième c'est commençait à être encore marrant, puis après, au bout d'un moment, on leur demandait trop de jouer le rôle de muséographe, de resserrer ce que nous, pour nous c'est une habitude, mais pour eux, c'était pas assez précis, pas assez circonscrit. Alors, quels enseignements peut-on tirer de cette expérimentation? Alors, un bilan tout de même positif, parce que déjà, c'était en 2021, c'était avant l'exemple que Margot vous a raconté tout à l'heure sur les consignes. Donc c'était une première co-conception de cette nature pour Universcience. C'était la première fois qu'Universcience mettait tout en place pour que les enfants soient partenaires co-designers. Donc c'était quand même très utile justement pour mettre en place la suite. On peut dire aussi que c'était une expérience très, très riche d'un point de vue humain. Pour l'équipe, c'était un boost de motivation. Ce qu'on a dit au tout début, se rappeler pour qui on fait de se rapprocher des enfants, de faire infuser leur univers dans le projet, se connecter à ce futur public. Et ça a vraiment infusé la conception de l'expo dans son ensemble. Ça a quand même activé des modifications sur la suite du pré-programme muséographique, etc. Donc c'était quand même, s'il n'y avait pas eu cette expérience, le projet aurait été différent. C'est pour ça qu'on peut vraiment dire que les enfants étaient informateurs. Mais effectivement, le petit bémol, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'énergie et de temps mobilisé. Hein, je vous ai dit, il y a eu une stagiaire qui est embauchée exprès, il y a eu pas mal de personnes mobilisées. Au vu du résultat, qui semble finalement presque anecdotique, juste une vidéo dans l'expo, un reportage, c'était pas ça qui était attendu. Et du coup, cet exemple a été fondateur pour imaginer et pour continuer à imaginer d'autres modalités pour une prochaine expérience. Alors Daniel, forte de tout ce qu'on s'est dit là, qu'est-ce que tu en penses? Quels sont finalement les outils, à quoi il faut penser pour mettre en place une co-conception réussie? Avant de revenir un petit peu dans tout ce qu'on a discuté, j'aimerais quand même revenir sur cette expérience, de ces dernières expériences que vous avez présentées, parce que je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on a vu plusieurs choses jusqu'ici. On a vu la question de la temporalité, la question de l'engagement des parties prenantes, la question du temps à consacrer par les adultes au projet, mais ce projet-là, il fait ressortir une autre chose qui est très importante, je dirais même la première, c'est de tenir l'engagement des enfants dans la durée, c'est-à-dire comment justement éveiller l'intérêt des enfants. Dans ce cadre-là, il avait vraiment cette ambition d'enfants partenaires qui devait peut-être venir avec un programme vraiment pédagogique de former les enfants à être muséographes, avec peut-être un partenariat avec d'autres, par exemple dans un cadre d'un projet plus large d'éducation artistique et culturelle. Vous voyez, donc il a cette idée vraiment de comment aussi tenir l'intérêt des enfants, alors que ces enfants-là, peut-être qu'ils n'étaient pas, ils étaient vraiment dans un cadre un peu périscolaire et ils n'étaient pas c'était pas leur intérêt de faire ça à ce moment-là. Peut-être qu'ils étaient dans un contexte scolaire, ça aurait pu être différent. Donc il a cette idée-là, je pense que c'est un dernier point, c'est cette idée de l'intérêt des enfants, éveiller l'intérêt des enfants. Alors je ne sais pas si vous voulez que je fasse déjà un petit aperçu. Attends, j'ai un truc à dire d'abord. Oui. Avant que Daniel puisse faire un peu une synthèse, je voulais vous partager un autre projet sur lequel on travaille, toujours sur la cité des enfants 5-10 ans, où là on a fait une autre forme de co-conception. Un moment, dans cette future exposition, on a une partie sur l'imagination, qui prend la forme d'une maison dans laquelle on va avancer, et à un moment on s'est dit, en fait cette maison elle est habitée par des monstres. Mais on ne peut pas inventer ces monstres, nous, il faut absolument qu'on parle avec des enfants. Donc on a été à l'époque avec une 5e classe qu'on avait rencontrée à la base pour le projet des consignes, mais finalement on a fait autre chose, où on a été voir les enfants, on leur a montré les vues de la Céno, on leur a montré notre maison, on leur a dit dedans il y a des monstres qui habitent là, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Ils nous ont dit qu'ils s'étaient cachés parce qu'ils avaient peur de nous. Et après on leur a dit, on leur a donné plein de matos, on leur a dit dessinez les monstres qui habitent là, avec une petite fiche à remplir de quoi il a peur ton monstre, qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il fait le mercredi après-midi. Et toute cette matière-là, là vous en avez quelques-uns mais ça ne rentrait pas après sur les photos, toute cette matière-là, on l'a donnée à une graphiste qui s'appelle Geneviève Gauclair, qui s'est nourrie de ça pour créer 6 monstres qui habitent dans notre maison bizarre. Ces 6 monstres, on a ensuite été les présenter, donc on a fait beaucoup de ping-pong avec elles, et ensuite on est retourné à l'école, on les avait imprimés en grand à échelle 1, et on les a montrés aux enfants, qui ont réagi.
Donc ils nous ont permis de voir que nos monstres étaient pile au bon endroit, que ça fonctionnait bien avec les CP, ça fonctionnait bien avec les CM1, ça fonctionnait même avec les enfants qu'on a pu croiser à la récré. On a vu qu'ils n'étaient pas les mêmes monstres, on a vu qu'il y en a qui faisaient peur, il y en a qui étaient drôles, et petit à petit, on a récolté des verbatims qui ont permis de créer la personnalité des monstres qu'on a donné à nos concepteurs multimédia, parce qu'on a des multimédias qui mettent en scène nos monstres, qu'on a donné aux gens qui vont écrire des histoires qu'on pourra écouter parce qu'elles mettent en scène nos monstres. Et tout ce que les enfants nous ont dit, nous ont donné, nous ont transmis sur la personnalité des monstres ressort dans la Maison Bizarre à chaque fois. Et ça crée un grand espace. Donc, je vais vous présenter les monstres, c'est top secret, je vous demanderai donc de ne pas diffuser cette image. Mais voilà les monstres de la future cité des enfants 5-10 ans qui ont été conçus grâce à une classe, la classe de Madame Jadot de l'année 2023-2024 des CM1. Voilà, et c'est des enfants qu'on a vus à plusieurs reprises, on les a pas vus forcément très souvent, mais à chaque fois qu'on revenait, on avait des trucs en mode mais la dernière fois tu avais dit qu'il y avait telle pièce dans la maison. Je disais oui, mais on a pu la supprimer parce qu'on n'a plus d'argent. Ah bon, mais tu avais dit qu'il y avait ça aussi. Oui, bah ça aussi, vous vous en souvenez, on en a parlé il y a un an. On a aussi pu supprimer parce qu'on n'a plus d'argent. Et en fait, on a vu qu'il y avait un attachement au projet qui était tel qu'ils avaient des souvenirs de choses dont on avait discuté un an avant, 6 mois plus tôt, qui ont créé un attachement hyper fort. Et il y a notamment un enfant qui a dessiné un collant rayé à son monstre, et il était là, ça c'est mon monstre. On voit aussi qu'il y a, voilà, pour la petite anecdote, on a ici le monstre bleu turquoise, c'est vrai que turquoise, on a un enfant qui a dit ça c'est ma meuf. Quelqu'un d'autre lui a dit mais non c'est un garçon, alors c'était super, on voulait un monstre qui n'est ni une fille ni un garçon, ça marche. Donc voilà, petit à petit ça infuse toute l'exposition, tout le contenu, et on va pouvoir retrouver tout ça dans la Maison Bizarre l'été prochain. Voilà. C'est un autre exemple de co-conception qui a marché. Daniel, c'est bon, tu peux faire le bilan. Et ton micro est coupé. Alors, micro, oui. Alors, donc, même si on parle d'ingrédients, hein, je ne veux pas que ça soit vu comme une recette. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas de vous donner une recette, c'est plutôt vraiment d'amener vraiment cette analyse qui vient vraiment de vos expériences à vous, les expériences que j'ai pu mener aussi dans le cadre des projets d'éco-conception. Donc je pense qu'en revenant vraiment sur tous les différents aspects que nous avons analysés aujourd'hui, il y a premièrement cette idée de temporalité. C'est-à-dire cette idée vraiment de prévoir la participation des enfants à cette phase de questionnement, avant vraiment d'avancer dans ce qu'on appelle l'idéation, la création d'idées. Avant l'idée, les mieux c'est de faire participer les enfants vraiment avant l'idée. Donc il y a ensuite cette idée de la posture de l'adulte, c'est-à-dire oui, bon, on va travailler avec les enfants dès le départ, mais il faut que les adultes soient ouverts à ce que les enfants vont dire, se laisser guider par le processus, c'est pas facile, c'est-à-dire que c'est un changement de posture de l'adulte, et prévoir également le temps nécessaire pour favoriser cette interaction avec les enfants. Et tout cela, donc tout ce qu'on a vu en termes de prévoir les temps nécessaires, l'engagement des parties prenantes, vraiment monter vraiment un projet qui tient la route. Il a toute cette idée aussi, évidemment, de gestion de projet, essayer de trouver l'équilibre entre le besoin d'un résultat dans le temps et ce besoin de réflexion nécessaire qui est celui du co-design, de la co-conception. Faire sens dans le contexte des enfants, donc là ça revient aux dernières expériences qu'on a vues, notamment cette expérience autour de monstres, comment justement entrecroiser l'intérêt des enfants, leur culture et leur réalité et leur envie au moment où ils sont là, c'est-à-dire comment entrecroiser le contexte des enfants avec cette nécessité de co-conception en établissant vraiment des liens avec aussi, on peut imaginer un projet plus large et là en fait justement ça revient sur cette idée des parties prenantes d'engager ce projet dans le cadre d'un projet plus large prévu dans le curriculum par exemple, ce qu'on peut imaginer dans le cadre du projet d'écriture des consignes, par exemple, le projet que vous avez présenté. Voilà, donc moi je dirais ces points-là qui sont sortis de l'analyse, en ne voulant pas donner une recette, hein, parce que chaque projet a son spécificité, mais voilà, je pense que c'est les points principaux d'analyse qui ressortent. Et je me permets d'ajouter, c'est vrai que l'exemple des monstres est très intéressant parce que là, l'équipe est allée chercher les enfants sur un sujet qui a tout de suite passionné les enfants. Ce qui était peut-être plus compliqué
compliqué dans le cas justement de Graines de Muséo pour l'Expo Métamorphose, où là c'était très très large, donc il n'y avait pas vraiment de prise, quoi. Et là les enfants tout de suite ils sont partis à fond parce que d'aller chercher quelque chose qui fait partie déjà de leur monde. C'est vrai que c'est sur la question du sens dans le texte des enfants. De notre côté, petit bilan de ces 8 années d'expérience qui ne sont qu'un début, on parlera ensuite de la suite. Finalement, qu'est-ce qu'on fait nous quand on conçoit des expos pour enfants à l'Univers Science? Eh bien, dans tous les cas, de toute façon, on échange toujours avec les enfants au début du projet. Comme je l'ai dit, nous, pour nous, c'est indispensable de s'imprégner de leurs mots, de leurs idées et de leur regard sur nos sujets. Donc, ils sont toujours utilisateurs et utilisatrices dans notre projet. On fait systématiquement des tests. Parce qu'il y a des questions d'ergonomie, de fonctionnement, de solidité aussi. Voilà, ça c'est, si on veut que l'expo, on fait des expos qui durent 9 mois, parfois plus, parfois permanentes. Donc si on veut que ça tienne le coup de tous ces petits terribles visiteurs, on est obligé de les tester. Donc on fait systématiquement des tests qui interviennent plus ou moins tôt dans le planning et qui ont pour mission la plupart du temps de valider des scénarios qu'on avait déjà imaginés, qui sont déjà bien cadrés, bien bouclés. Dans ce cas-là, ils sont testeurs, mais c'est déjà un point important. Et puis, quelquefois, on fait des tests un peu plus tôt pour recueillir les retours des enfants sur ceux-ci. Et donc, dans ce cas-là, ils sont effectivement informateurs. Et puis, comme vous avez pu le voir, dans certains projets, on s'était fixé des objectifs de co-conception pour pousser le curseur un peu plus loin. Parce que pour nous, c'était vraiment important de plus intégrer les enfants dès la conception de l'expo pour s'assurer qu'elle va vraiment s'adresser à elles et à eux. Donc voilà, le bilan qu'on peut tirer, c'est qu'on essaye toujours beaucoup de choses et on essaye d'adapter ce qu'on fait aux ambitions et à la typologie du projet. Dans le cadre de l'expo Danser, par exemple, l'ambition et la typologie du projet faisaient que c'était indispensable de mener des tests en parallèle de la conception. Voilà, dans d'autres cas, à chaque fois, dans le cas de Fragile, par exemple, c'était indispensable que ce concept un peu trop théorique puisse toucher les plus jeunes, donc il était indispensable de discuter avec les enfants dès le démarrage, voilà. Mais que suivant les typologies du projet, on essaye d'adapter ce qu'on fait, et c'est ce sur quoi on essaye de s'améliorer. Vous savez que c'est pas toujours... voilà. Donc là, ça fait 8 ans déjà, on commence à être bien équipés, mais c'est vrai que, comme Floriane le soulignait, on a un groupe de travail sur les vidéos d'expo enfants. On se réunit une fois par mois, et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ces questions de conception, de co-conception? On s'est dit qu'il fallait qu'on s'outille et qu'on se forme, parce qu'en fait, on a un peu toutes nos façons de faire. Et l'idée, ce serait plutôt d'avoir des outils communs, de se former aussi pour pouvoir savoir animer, organiser des ateliers ou des tests. Parce qu'on n'est pas non plus designer, donc souvent on fait des protos avec trop de papier, mais quels outils on peut mettre en place pour recueillir la parole des enfants, comment on anime un atelier, ce genre de choses. Déjà, continuer à se former sur ces aspects-là, mais même se former entre nous, se former avec des professionnels et développer des outils communs. Le deuxième point, c'est de systématiser et d'inclure les enfants dans toutes les conceptions en fixant dès le début le degré de co-conception qu'on met en place. Est-ce qu'on va aller chercher pour faire de l'utilisateur? Est-ce qu'on essaye d'aller vers le partenaire? Ou est-ce qu'au contraire, on va être sur du testeur, mais à quel moment dans le projet? Et on s'est dit aussi qu'on pourrait peut-être commencer dès l'instruction. L'instruction, c'est cette phase où on commence à réfléchir sur un sujet pour se demander si ça vaut la peine ou si ça vaut le coup d'en faire une exposition, si c'est vraiment pertinent, s'il y a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur le sujet. Et donc, dès ces instructions-là, commencer à intégrer des enfants quand le sujet s'y prête pour recueillir leur premier verbatim, leurs premières sensations et leurs premières idées, pourquoi pas. Et enfin, diffuser, on commence à avoir une expertise qui se solidifie de plus en plus. Donc, écrire des articles, partager nos outils et rendre notre expertise accessible aussi à d'autres structures. On l'a déjà fait par moments avec des musées qui sont à Bucarest ou encore à Vienne pour partager un peu nos expériences de muséographie enfant. C'est vrai que sur la co-conception, on ne l'a pas forcément fait, mais c'est un sujet sur lequel on pourrait aussi participer. Et puis on s'est dit qu'on pourrait peut-être aussi pousser encore le curseur plus loin en intégrant des enfants dans la conception des expos pour les adultes. Mais peut-être que pour commencer, il faudrait déjà intégrer les adultes dans la conception des expos pour les adultes. Mais on sait que ce serait quand même plus marrant si on intègre les enfants. On peut passer. Daniel avait plusieurs ressources pour aller plus loin. Je te laisse peut-être les présenter. Oui, alors juste, on vient de sortir quelque chose qui est un libre accès et gratuit, simplement sur inscription, c'est un MOOC. Alors c'est dans le domaine du handicap visuel, mais
justement c'est mon champ d'expertise, mais à l'intérieur de ce champ d'expertise, on a tout un module, on présente les recherches participatives, les co-design avec les enfants, donc ça vous intéresse, vous pouvez juste aller voir cette partie-là. Après, si vous vous intéressez en tant que médiateur culturel sur l'accessibilité de handicap visuel, vous allez trouver aussi plusieurs choses. Et un article qui est pile poil dans ce qu'on a discuté aujourd'hui, qui va bientôt sortir, qui c'est justement cette idée de la co-conception avec les enfants déficients visuels, où en fait je reviens sur ces différents rôles qu'on a discuté aujourd'hui, dans un article qui va sortir bientôt, et donc j'informerai Margot et Floriane au moment pour que ça puisse être diffusé pour vous. Merci Daniel. Pour conclure, on voulait vous partager cette citation de Clémentine Godet qui a écrit dans la collection des tracts Gallimard pour le droit de vote et la naissance, que finalement être un enfant c'est déjà une forme d'expertise sur le monde. Ça rejoint aussi ce que disait Daniel en introduction, que les enfants sont les meilleurs experts d'eux-mêmes. Et voilà, nous on trouvait que c'est un peu un de nos motos aussi dans l'équipe. Et puis, merci de nous avoir écoutés, toutes et tous. Et maintenant, si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Je sais pas, je suis pas sûre. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Moi, je suis muséographe aussi, mais je travaille assez peu sur des expos jeunes publics, donc c'est très intéressant. Vous avez un petit peu répondu à ma question à la fin, mais je me demandais effectivement, étant donné a priori le temps et l'énergie que ça prend d'organiser des ateliers, etc., est-ce que c'était un choix de changer de formule sur chaque expo, ou c'était un peu par défaut, chaque expo est différente et vous vous êtes dit là on va mettre les enfants à telle phase, ou vous aviez envie d'expérimenter plein de formules avant d'arriver à l'idée qu'il fallait peut-être systématiser? Moi je dirais que c'est un peu les deux. C'est une démarche qui est quand même relativement récente et qui n'était pas forcément systématisée. Donc suivant les équipes, suivant les personnes qui travaillent sur les projets, on en est toutes différentes, donc c'est plutôt chaque expo est différente. Voilà, et puis et c'était un peu justement anarchique, c'est peut-être un gros mot, mais voilà, c'était pas forcément pensé en se disant maintenant il faut absolument qu'on fasse de la co-conception dans tout le temps, mais maintenant on arrive à cette étape où on se dit que maintenant il faudrait plutôt, qu'on ait une vraie réflexion sur au démarrage du projet, qu'est-ce qui serait pertinent dans ce projet d'envisager. Oui, c'est vrai que jusque-là c'était très propre aux commissaires d'expo et du coup aux sensibilités des unes et des autres, ou alors aux objectifs et aux ambitions des projets. Mais nous, en faisant cet exercice, en fait, on s'est rendu compte à quel point on le faisait tous. On a des collègues qui ont encore du mal avec le mot co-conception, qui nous disent oui, mais là on a juste testé un truc. Mais en fait, vous avez testé et ça vous a permis de transformer. Donc c'est de la co-conception. Donc en fait, avec cet exercice de préparer cette conférence, on a aussi pris conscience du systématisme et en fait de l'organisation qu'on avait déjà et qu'on pouvait commencer à structurer. Donc voilà, je pense que ça va pas mal bouger sur les prochaines années. Et on se nourrit aussi énormément des expériences des unes et des autres. Sans graines de muséo, ce qui s'est passé sur les consignes ou ce qui s'est passé sur les monstres, ça n'aurait pas été fait de la même manière, ou pas tout à fait. Donc on se nourrit aussi des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Il y a une école par exemple avec laquelle 80% des expos ont travaillé. C'est toujours la même école parce qu'en fait ça se passionne bien, elle est juste à côté et donc on a un lien de confiance avec eux aussi. Donc, Et puis j'ajouterais qu'il y a aussi un peu une tendance générale dans l'établissement. Là par exemple notre président veut mettre en place un comité d'usagers d'enfants. C'est comme ça qu'on dit, un comité d'usagers, oui voilà c'est ça. Donc lui-même sur la question de faire entendre la voix des enfants dans le musée, il est très partie prenante, très moteur. Donc du coup ça redescend, on est dans des établissements très hiérarchiques, on peut dire ça comme ça. Ça redescend, ça rejaillit après dans l'ensemble des projets d'établissement, mais c'est quelque chose qui est dans l'air du temps aussi. Donc, là au début c'était plus des idées de tiens on a envie de faire différemment, enfin capable on peut le dire, c'était la première expo de la série des expos enfants. Ça a été vraiment l'équipe, les muséographes avaient vraiment envie de faire différemment. On se dit bah, tiens si on veut faire différemment, peut-être qu'on fasse la conception participative et c'était un peu un premier truc. Après, et si elle le fait avec des adultes à ce moment-là, c'est parce que juridiquement c'était plus facile, mais voilà, c'était l'occasion de tester et puis après si la méthodologie elle marche, on peut l'adapter aux enfants. Voilà.
c'est aussi les premières à avoir fait des tests en atelier avec des enfants ou avoir testé des prototypes assez aboutis sur les projets. Donc en fait, ça infuse toutes les espoirs. Mais après, clairement, ça nous bouscule toujours, parce qu'on a on a un établissement, etc. On a des process de conception, production d'expo qui sont très rodés et aussi un peu lourds du point de vue administratif, donc on est toujours un peu la tête dans le guidon, etc. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut vraiment qu'on systématise et qu'on ait cette réflexion en amont, parce qu'une fois qu'on est lancé, c'est un peu le boulevard de tac tac tac, tout s'enchaîne, tout va très vite, etc. Et si on n'y a pas réfléchi avant, parfois on se dit ah mince, on aura pu le tester, oui mais en fait il faut qu'on donne notre réponse la semaine prochaine, donc là on n'a pas le temps, donc c'est aussi pour ça que Après, on a aussi un terrain assez extra, c'est que donc il y a tous les tests en classe, etc., qui demandent pas mal de préparation. Il y a aussi des moments où nous, on a le musée d'art, donc on a juste à prendre notre petit proto qu'on a fabriqué avec nos petites mains, et puis on va dans le hall de la Cité des Enfants à l'interséance, et puis on teste. Ou alors on va à l'entrée de l'exposition dansée et on teste, et en fait en 10 minutes de test, on a déjà résolu pas mal de questions, et on peut passer à autre chose, et ça c'est aussi assez précieux. Ça répond à votre question? Oui, bonjour. Je reviens sur un petit point. Vous avez dit que c'était compliqué des fois de trouver des classes, de trouver des maîtresses, de préparer les séances, etc. Et du coup, j'aimerais bien savoir si vous travaillez avec vos services pédagogiques ou de médiation, parce que eux, en fait, ils ont les contacts avec les classes, les liens avec les maîtresses. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous deux, ou est-ce que c'est un peu encore cloisonné? Ça dépend des projets. Par exemple, on travaille pour l'instant avec plusieurs écoles. Donc il y a l'école Barbanel où là, les muséographes sont déjà en contact direct, donc là on est en autonomie. Pour le travail sur les consignes et le travail sur les monstres, je suis passée par le service le DEF, éducation-formation, qui est donc notre service qui est en lien avec tous les groupes, tout le côté éducation, qui est à la différence des médiateurs et des médiatrices qui peuvent avoir une offre qui est proposée aux classes mais qui travaille moins directement avec les professeurs. Là, le DEF, c'est vraiment ils organisent des journées spéciales pour eux, ils font des présentations de nos expos, des rencontres, etc. Et c'est par eux qu'on a appris qu'il y avait un partenariat, parce qu'on ne savait pas. Et c'est par eux qu'on est passé aussi. Après, vu la charge de travail de chacun, j'ai pas pu travailler avec la personne avec qui je travaillais au DEF pour pouvoir préparer mes ateliers ou quoi. Par contre, je l'ai tenu informé un peu des différentes étapes. Mais on n'a pas été plus loin là-dessus. Et entre le cloisonnement et les charges de travail des uns des autres, c'est vrai que c'est difficile sur ce genre de choses. Après, je pense que la question, peut-être ce que vous soulevez, c'est que pour nous, la difficulté, c'est pas tant de trouver les instituts et les écoles disponibles, c'est plutôt après la façon dont le travail peut se faire. Par exemple, moi, dans le projet Fragile, quand j'ai travaillé avec 2 classes de l'école Barbanel et une classe de notre école, c'est vrai qu'il y avait une des instituts qui avait déjà un peu travaillé sur les expos cabanes et contraires, qui savait déjà un peu ce que c'était que faire participer des enfants un petit peu à un projet d'expo. Elle était très ouverte, elle était très preneuse. Il y a des instituts pour plein de raisons qui leur appartiennent et qui sont tout à fait entendables, qui n'ont pas forcément ni l'énergie ni la possibilité de canaliser leurs élèves sur des projets extérieurs, qui en ont déjà tellement qu'elles ne peuvent pas en faire un peu plus. Donc c'est plutôt ça, je pense, la difficulté, c'est d'arriver au bon moment et puis d'arriver à établir une bonne communication avec les instituts. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs... c'est plutôt dans la façon dont on travaille avec les classes que ça peut être plus complexe. Enfin, je ne sais pas si ça répond... Oui, très bien, merci. D'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce que vous, en face de nous, vous avez déjà peut-être fait ce genre d'expérience, réfléchi, ou des envies? Est-ce que quelqu'un veut partager une expérience? Vous parlez de vous former avec des pros. Vous pensez à qui D'ailleurs, Daniel nous a déjà fait une journée de formation il y a 2 ans maintenant. Un peu sur ça, sur les rôles, sur la conception. Nous, on n'avait jamais structuré aussi. On faisait des trucs, mais on testait quoi. Donc c'est vrai que déjà, on avait une journée de formation avec Daniel qui nous a expliqué ces questions des postures, 4 postures, etc., des projets. Mais déjà ça nous a fait bondir en termes
d'organisation de nos idées aussi, et de ces côtés se former et structurer. Voilà. Et ça nous a permis de prendre conscience qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était la co-conception. Jusque-là, on pensait qu'on faisait des tests. Oui, on teste. Et ça nous a permis aussi d'augmenter nos ambitions sur les différents projets ou d'être plus outillés pour y répondre. Mais Daniel, je te laisse la parole là-dessus. Oui, je voulais juste rebondir sur ça. Je trouve vraiment admirable la démarche réflexive que vous faites, de vraiment prendre la distance sur ce que vous faites et vous questionner justement de la co-conception. Après, je voulais juste revenir sur une chose que vous avez dit tout à la fin, l'idée de diffusion, de diffuser les pratiques. Et du coup, je pensais tout de suite à l'idée peut-être de construire ensemble un guide du co-design avec les enfants, en mettant en avant vos différentes perspectives, en amenant cette démarche réflexive, peut-être qui pourrait servir à d'autres professionnels pour créer ces mêmes types de projets dans leur structure. Donc pourquoi pas imaginer un projet ensemble à partir de maintenant, de création d'un guide, un libre accès. Il faut qu'on trouve le fonds pour cela, mais je pense que ça ouvre la porte à cette idée, peut-être que ça amènera à une nouvelle productivité et ça mettra en valeur votre travail. Et vous parliez tout à l'heure du fait que ça dépend aussi des sensibilités de chaque muséographe commissaire, mais est-ce que vous avez des directives de Universcience, parce que ce genre d'initiative quand même justement qui nécessite la mobilisation de beaucoup de personnes, du temps, c'est aussi des choix politiques des institutions très, très profondément. Donc est-ce que c'est vraiment une démarche d'Universcience ou c'est vous en tant que commissaire à chaque fois qui initiez ces projets-là de co-conception? Déjà, Universcience, au-delà des expositions, il y a déjà différentes choses qui se font en co-conception avec le public, donc Carrefour Numérique, à la bibliothèque, ils intègrent aussi les utilisateurs. On va avoir un comité d'utilisateurs enfants, on a un comité d'usagers adultes. Donc, il y a déjà quelque part une espèce de vague de choses comme ça du fait d'intégrer de plus en plus le public. Après, sur la muséo enfants, on n'a pas de directive directe, enfin, on n'a pas d'ordre direct qui nous dit d'intégrer les enfants dans nos expositions. Non, mais en revanche, notre chef, qui est arrivé, je pense, en 2019, lui, c'est quelque chose qui lui tient à cœur également, et donc à chaque fois, il interroge quand même, mais c'est pas vraiment une directive, mais c'est plutôt, et donc là, on commence à faire la note d'intention du projet, quand l'expo est programmée, qu'on commence à travailler dessus, et donc là, est-ce que tu as prévu de faire de la co-conception à un moment ou à un autre? Comment est-ce que tu peux intégrer les enfants dans ton process? Enfin, c'est quand même une question qui est systématiquement posée, et dans certains cas, suivant, comme on disait tout à l'heure, la typologie de production, enfin plein de choses, c'est vraiment pour le coup à l'équipe de muséographes et de commissaires de prendre l'initiative de. Voilà. Enfin, il nous rappelle qu'il y a ça, qu'il faut qu'on y pense, mais c'est assez récent tout ça. Voilà. Oui, parce que dans cette idée de diffusion, c'est très intéressant de diffuser aux confrères, consoeurs, muséaux ou métiers proches, mais c'est aussi intéressant de se dire que ça peut être diffusé plutôt aux décideurs des grandes institutions. Par exemple, j'ai travaillé au Centre des monuments nationaux. Ça se fait très peu, ce genre de choses, et c'est très difficile, vu la charge de travail qu'ont les chargés de projet là-bas, de s'imaginer mettre ça en place si c'est pas une volonté qui a été initiée en amont. Donc il y a ces deux directions-là, je pense, dans la diffusion. Oui, puis j'ajouterais que c'est aussi une question de moyens. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, Universcience, c'est un très gros établissement. Enfin, vous voyez, nous, on est à peu près 8 à travailler sur des projets enfants. Donc déjà, on a beaucoup d'échanges entre nous. Donc ça nous nourrit, on se demande tout le temps conseils, machin. Effectivement, on a des publics qui viennent chez nous en permanence, on a plein d'enfants tout le temps dans le hall. Enfin, il y a aussi une sorte de facilité. Dans d'autres établissements, il y a moins de ressources. Donc, clairement, c'est les deux, c'est une volonté politique et aussi une possibilité. On a conscience que nous, on est très gâtés sur ce plan-là. Du coup, je voulais vous remercier en tout cas pour cette petite table ronde, c'était hyper intéressant. Moi, je voulais savoir en fait, est-ce que vous travaillez aussi sur la co-conception avec des enfants en situation de handicap? Est-ce qu'il y a une volonté justement de
de partager déjà au sein des enfants même la problématique de handicap, que ce soit visuel ou autre. Donc voilà. Alors, effectivement, il y a certains projets. Alors, nous, on ne travaille pas à la délégation qui s'occupe de l'accessibilité, donc il y a certainement des projets qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, dans le cadre de nos expositions, c'est très intégré la question de l'accessibilité du handicap. Et dans le cadre du projet sur lequel je travaille actuellement, c'est une nouvelle expo qui sera présentée dans le Palais des Enfants, qui sera un nouveau lieu art sciences, un nouveau lieu art sciences dans le Grand Palais de la Découverte qui ouvrira au mois de juin. La première expo du Palais des Enfants sera sur la question de la transparence. Donc, vous avez tout de suite posé la question, puisqu'on veut que cette expo soit accessible à toutes et tous, comment est-ce qu'on peut parler de transparence à des enfants déficients visuels, parce que c'est un sujet purement visuel. Donc, on est allé au moment pareil de la conception en amont, on est allé à l'Institut de développement et d'études sensorielles. Excusez-moi, ça s'appelle l'IDES, c'est dans le 14e. Donc c'est un institut qui scolarise des enfants qui sont porteurs souvent de polyhandicap, déficience visuelle mais pas que. La plupart sont quand même malvoyants et pas non-voyants. C'est-à-dire qu'ils ont des vrais troubles de la vision, ils voient très peu, pas du tout, mais la plupart voient très peu. Ils voient quand même la lumière, par exemple. Et on a travaillé avec une de nos collègues chargée d'accessibilité déficients visuels pour faire vraiment des ateliers de tests sur des matériaux, sur des lumières qui passent, sur la texture des matériaux, est-ce que ça leur parle, qu'est-ce que déjà pour eux transparence ça veut dire. Et là par exemple on a compris que pour eux transparence, quand ils ne voyaient pas, ils savaient quand même que ça voulait dire on sait ce qu'il y a derrière. C'est pas on voit ce qu'il y a derrière, mais on sait ce qu'il y a derrière. Donc ils savent que quand ils se cachent derrière une vitre, et celui qui est de l'autre côté de la vitre peut les voir, par exemple. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses qui pareil vont infuser la conception de l'expo, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on a fait de la co-conception avec eux, parce que là c'était vraiment pour le coup de l'informateur. C'est vraiment la co-conception. Oui, voilà, mais c'était l'étape la plus facile. Et deuxième étape sur laquelle on va travailler plutôt à partir de l'année prochaine, parce que là c'est un problème de budget qui n'était pas disponible à ce moment-là. Dans l'expo, on voudrait qu'il y ait un album tactile, un livre en tissu, textile avec plein de matières à toucher, qui du coup soit justement, qui s'adresse à tous les enfants. L'expo étant pour les 2-10 ans, même les tout petits, ils vont adorer, mais spécifiquement pour les déficients visuels. Et là, on va travailler justement avec la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, que Daniel connaît bien. C'est pas encore validé à 100%, mais c'est en bonne voie. J'espère que ça va aboutir, c'est un projet. Je vous dis un petit peu sous le sceau du secret, mais on a le projet de travailler avec cette maison d'édition pour co-concevoir avec des enfants déficients visuels ce futur album. On a déjà eu une première expérience dans l'expo Fragile, un album destiné aux déficients visuels qui était présenté dans l'expo. On a fait en co-conception avec les salariés d'Universcience, donc des ateliers, mais qui n'étaient pas déficients visuels, accompagnés bien sûr par les collègues de l'accessibilité. Et là, on va pousser un cran plus loin en faisant de la co-conception avec des enfants déficients visuels. Donc là, vraiment le type de travail que Daniel a pu faire, et toi, je sais que tu as plein de choses à raconter là-dessus. Pardon, j'avais pas vu t'en je sais qu'il faut qu'on termine, j'imagine. Je vais juste dire vraiment deux mots rapides. Donc c'est mon axe principal de travail, l'idée de la conception avec les enfants déficients visuels. Donc il y a pas mal d'écrits qui sont publics, que vous pouvez lire sur justement toutes les différentes démarches de co-conception avec les enfants déficients visuels, parce que cela pose d'autres questionnements, c'est-à-dire comment créer les conditions pour interroger ces enfants qui parfois on pose des questions de choses qu'ils ne sont pas experts, parce que justement ils n'ont pas un univers visuel pour pouvoir intervenir directement. Donc il y a d'autres questionnements qui vont se mettre en place. Il y a notamment un projet qu'on avait mené avec les muséums de Toulouse pour créer un livre multisensoriel autour des sciences naturelles. Donc il y a pas mal de choses qui tournent dans la presse par rapport à ces projets-là. Donc je vous invite à aller voir ce travail et puis des articles qu'on a publiés sur la question de la co-conception avec les enfants déficients visuels. Merci beaucoup. Merci Margot, Florian. Merci beaucoup. Donc on va libérer la salle. Dans une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure, il y a une autre table ronde sur la médiation culturelle et la mise en pratique.